Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Les acteurs impliqués dans le processus électoral des législatives se concertent. L'administration du territoire et de la décentralisation accorde les violons avec le Conseil économique et social et le Conseil national de la communication. La troisième réunion ministérielle sur le suivi de la 4e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est tenue à Dakar. Notre pays a été représenté par une forte délégation conduite par le ministre de la Coopération. 350 candidats fictifs frauduleusement inscrits sur les listes d'examen. Les réseaux viennent d'être démantelés par le ministère de l'enseignement préuniversitaire à quelques semaines des examens. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, dans un instant, le développement complet du journal. Comme annoncé donc, préparatif de l'organisation des législatives, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation multiplie les contacts auprès des acteurs impliqués dans le processus. Alassane Condé a rencontré les cadres du Conseil économique et social et ceux du Conseil national de la communication. Les détails avec Mohamed Lamine Camara. Dans le cadre de la redynamisation du partenariat existant entre son département et tous les acteurs impliqués dans le processus électoral guinéen, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est rendu au siège du Conseil économique et social. Alassane Condé était venu pour parler avec les cadres de cette institution des préparatifs et l'organisation des futures échéances électorales, notamment les législatives, qui constituent un maillon important dans la démocratisation d'un pays. Un pouvoir à deux pieds, ça ne suffit pas. Le troisième pouvoir, qui est le pouvoir législatif, il faut qu'on l'organise dans les meilleures conditions. La CENI, qui est l'organe qui organise les élections, la CENI, sur le plan organisationnel, ne répond plus au contexte politique actuel. Mais sur le plan financier, parce que l'audit a révélé des dysfonctionnements graves, vraiment très graves. Et dans l'audit, il a été proposé une restructuration. Le gouvernement guinéen entend donc organiser ses consultations législatives au dernier trimestre de l'année 2011 afin de doter le pays d'une assemblée nationale représentative. C'est pourquoi le ministre a souhaité un nouveau recensement pour actualiser le fichier électoral de 2010 qui souffre à ce jour beaucoup d'imperfections. Certains camarades estiment que le fichier qui a servi au présidentiel doit pouvoir servir aux législatives avec quelques corrections ou révisions. Ce fichier, d'abord, l'État guinéen n'a pas accès à ce fichier. Je l'ai dit publiquement, si c'était le contraire, quelqu'un pourrait venir me dire, vous avez menti, vous avez accès au fichier. Le PNUD m'a dit qu'ils n'ont pas accès au fichier. L'Union européenne m'a dit la même chose. Nous avons ce que nous appelons le comité de pilotage avec ses bailleurs de fonds. Nous avons fait 2 réunions au ministère de l'administration du territoire et chaque mercredi, il y a la rencontre des points focaux autour du processus électoral. Aucune institution, que ce soit l'Union européenne ou le PNUD, n'a accès à ce fichier. Satisfait des informations reçues sur les préparatifs et l'organisation des élections législatives, le président du Conseil économique et social a exprimé la volonté de son institution à accompagner le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à travers une caravane de sensibilisation et de réconciliation nationale, comme l'a toujours fait son institution. Le ministre et sa suite se sont rendus au Conseil national de la communication CNC. Alassane Condé était venu également informer la présidente de cette institution des initiatives entreprises par son département dans les préparatifs et l'organisation des prochaines consultations électorales. Il a aussi sollicité auprès de Martine Condé une étroite collaboration entre son département et l'ensemble de la presse guinéenne en vue du bon traitement des informations avant, pendant et après les législatives. En réponse, la présidente du Conseil national de la communication a rassuré de la disponibilité de son institution à accompagner cette initiative. Elle a ensuite promis qu'un comité regroupant les différents organes de presse sera mis en place et travaillera avec la cellule de communication du ministère.
L'accès à l'énergie est un impératif pour assurer le développement socio-économique de la Guinée. Le ministre d'État chargé du secteur met les bouchées doubles et se bat tous azimuts pour gagner le pari de l'électrification de notre pays. Une rencontre de concertation se tient donc actuellement à Conakry dans ce sens entre Guinéens et la partie européenne. Le reportage de Nabi Kamara. Il est évident qu'en Guinée, plus de 2 habitants sur 3 ne bénéficient toujours pas d'une alimentation à l'eau et à l'électricité. Or, l'accès à l'eau et à l'énergie constitue la condition préalable de tout développement économique et social durable. Le ministère d'État à l'énergie et à l'environnement en est conscient. C'est pourquoi, depuis lundi, il organise à Conakry une rencontre des acteurs guinéens et étrangers dans ces domaines stratégiques. Un forum de haut niveau initié par l'Agence de développement des entreprises en Afrique, ADA, autour du thème central « Mission Projet Eau et Énergie Guinée ». Disons que c'est une visite d'entreprise, donc c'est des PME françaises et européennes qui sont membres donc de l'ADA qui est basée donc à Lyon dans le cadre donc d'une mission de prospection pour découvrir le marché guinéen. Et notre objectif bien entendu c'est d'informer nos entreprises sur toutes les thématiques de l'eau et de l'énergie, l'hydroélectricité, et puis dans ce cadre-là essayer de nouer des partenariats avec des entreprises locales pour aller à la réalisation des projets. Plus de 15 PME, PMI, rhône-alpines et européennes à la découverte du marché guinéen sont présentes ici. Elles réfléchissent sur des projets identifiés dans les domaines de l'eau et de l'énergie, stations de pompage, barrages hydroélectriques, etc. Le ministre d'État en charge de l'énergie et de l'environnement s'est dit convaincu que ces journées de concertation qui se poursuivront jusqu'au 14 mai prochain déboucheront sur un partenariat fécond entre Européens et Guinéens. Autrement dit, aider à la promotion du concept de pôle de compétitivité et cluster en Guinée afin de mettre sur orbite notre pays en matière d'énergie renouvelable à l'horizon 2015. Je reste convaincu qu'au terme de cette première mission de l'ADA en Guinée, les PME, PMI participantes seront suffisamment informées des opportunités d'investissement dans le secteur de l'eau et de l'électricité et des énergies renouvelables de manière à faciliter la concrétisation des relations de partenariat dans la réalisation des projets. Comme pour dire que Mission Projet Eau et Énergie Guinée est une approche partenariale de type gagnant-gagnant au service du développement de notre pays. Toucher du doigt la réalité du terrain pour évaluer la tâche qui l'incombe afin de prendre des mesures le permettant de rectifier les tirs. C'est dans ce cadre que Madame la ministre déléguée aux Affaires sociales a effectué une visite au centre Regina Maris, Jean-Paul II et la Cité de Solidarité. Les détails avec Amadou Touré. C'est pour toucher du doigt les difficultés liées au bon fonctionnement des services relevant de son département que la ministre déléguée aux Affaires sociales s'est rendue successivement au centre Regina Maris et au centre national de la formation sociale appliquée Jean-Paul II. Au centre Regina Maris, qui est l'œuvre du néonce apostolique Monseigneur Alberto Bottari, ancien ambassadeur du Vatican en Guinée. Ce centre a pour vocation de sauver de la désolation les enfants handicapés, les orphelins et les démunis. Avec 187 élèves, dont 87 à l'internat, le centre Regina Maris est confronté à d'énormes difficultés. Nos pensionnaires mangent 25 kilos de riz par jour, soit 15 sacs par mois. Si à cela nous ajoutons le petit déjeuner, l'entretien sanitaire et médical, le matériel scolaire, les médicaments, etc., vous constaterez, Excellence, que sans votre aide, nous risquerons de fermer nos portes à beaucoup d'autres enfants dans le besoin. Après le centre Regina Maris, Diaka Diakité et sa suite se sont rendus au centre national de la formation appliquée Jean-Paul II. Ici, le constat est alarmant. Les mots ont pour nom vétusté et manque d'équipement. C'est le cas par exemple de ce spectromètre et de ces appareils de cette radiologie ou encore ceux de ce bloc opératoire. Ces appareils appartiennent à une autre époque. D'autres difficultés, non les moindres, viennent compléter cette liste. Face à cette situation, la ministre déléguée rassure. Il va y avoir des dans ce pays. Et cela ne se fera pas sans vous. Ça sera avec l'aide de tout le monde. Il
l'exemplarité. Il faudrait que nous ayons le besoin de travail. Cette visite de terrain de Diaka Diakité s'est achevée ici à la Cité de Solidarité et à l'école des non-voyants Sougué, où les cours sont au ralenti pour faute de moyens matériels et financiers. La troisième réunion ministérielle sur le suivi de la 4e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique vient de se tenir à Dakar. Il était question d'évaluer l'état de progrès réalisé dans la mise en œuvre des décisions issues des précédentes rencontres. Plusieurs membres du gouvernement guinéen ont pris part à cette réunion. Abdou Hadja Ramatoulaye Touré. Troisième réunion ministérielle sur le suivi de la TICAD s'est tenue à Dakar du 1er au 2 mai 2011. Plus de 50 pays africains ont pris part à cette rencontre dont l'objectif était d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama. Un plan adopté en mai 2008 lors de la 4e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, aussi discuté de la poursuite du processus de la TICAD. Après la cérémonie d'ouverture, les ministres des Affaires étrangères et de la coopération des pays africains, les représentants des institutions internationales, régionales et sous-régionales ont à tour de rôle fait de larges exposés sur les 4 piliers de la TICAD. Toutefois, notre rencontre aurait eu un goût d'inachevé si nous n'avions pas abordé la question cruciale de l'avenir de la TICAD. À cet égard, nous nous sommes rassurés par le fait qu'aussi bien les organisateurs de la TICAD que les pays africains se projettent vers un partenariat élargi à d'autres sujets, mais recentré sur la croissance économique accélérée et durable. L'intervention de la délégation guinéenne portait sur le thème « Atteindre les objectifs du millénaire pour le développement ». Dans le cas particulier de la Guinée, mon pays, les efforts consentis par le gouvernement avec l'appui de partenaires au développement ont permis d'enregistrer des progrès appréciables, notamment en matière d'éducation, de santé, d'énergie, d'eau, d'assainissement, du genre, de sécurité alimentaire et de gestion durable de l'environnement. Mais je dois avouer ici que ces progrès sont insuffisants au regard des objectifs visés et des ressources disponibles. Les participants se sont félicités des avancées positives enregistrées dans la mise en œuvre du plan d'action de Yokohama et ont fait des recommandations. Ils ont enfin lancé un appel aux partenaires au développement en vue d'une augmentation de l'aide en faveur de l'Afrique. Voilà, c'était donc le reportage de Hadja Ramatoulaye Touré. La hausse des prix des produits alimentaires préoccupe autorités et partenaires au développement. Une étude d'enquête est menée dans ce sens dans certaines grandes villes, notamment Conakry, Labé, Kankan et Zérékouré, pour mesurer l'impact de cette hausse sur la vie des populations. Gassama Mamadi, Kerno, Ousmane Diallo. L'accès des populations à une nourriture suffisante, saine et nutritive est l'un des objectifs majeurs du programme alimentaire mondial. À cet effet, une réunion technique d'évaluation vient de se tenir au ministère de la coopération entre le PAM et le gouvernement guinéen. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la restitution de la mission d'étude sur la hausse vertigineuse des prix des produits alimentaires. D'après les résultats de l'enquête de la sécurité alimentaire organisée par le gouvernement guinéen avec le concours financier du programme alimentaire mondial en 2009, avait déjà identifié 6,4% de la population qui était en insécurité alimentaire, dont 1,5% en situation d'insécurité alimentaire sévère. Le programme alimentaire mondial des Nations Unies est honoré de partager les résultats de cette évaluation sur l'impact de la hausse des prix des denrées alimentaires en Guinée, dont la réalisation dénote une volonté manifeste du programme alimentaire mondial d'atteindre ses objectifs de manière efficace, efficiente dans un pays dont l'insécurité alimentaire devient de plus en plus inquiétante. Il devient donc à la fois urgent et important, comme l'a si bien précisé son Excellence, Monsieur le Président de la République, citation, que nous produisions ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. C'est dans cette dynamique que s'inscrit l'action courageuse que le gouvernement du professeur Alpha Condé vient d'entreprendre dans le cadre de la campagne agricole de cette année
à travers la fourniture d'intrants agricoles et d'un encadrement systématique des couches paysannes. À l'instar des autres pays de la sous-région, la Guinée n'est pas épargnée de la crise économique mondiale. Malgré ses potentialités agricoles et minières, notre pays reste encore confronté à une situation socio-économique difficile. Créer des meilleures conditions de travail pour un meilleur rendement, c'est dans ce cadre que des ordinateurs, des vidéoprojecteurs et autres accessoires de bureau d'une valeur de 147 500 000 francs guinéens ont été offerts par le PNUD au ministère du Contrôle économique et financier. C'est pour l'accompagner dans son programme de lutte contre la mauvaise gouvernance en Guinée. Au fur et à mesure que les examens et compositions de fin d'année approchent, le suspense grandit et les problèmes s'accentuent au niveau des écoles et des instances de prise de décision du système éducatif à la base. La dernière en date est une affaire de fraude portant sur près de 400 élèves de Conakry et de quelques préfectures de l'intérieur du pays, avec une grande proportion pour la capitale guinéenne. Ces élèves qualifiés de fictifs seraient en complicité avec des responsables d'école et du service national des examens pour leur inscription frauduleuse sur les listes. Pour mettre cette affaire sur la place publique, le ministre en charge de l'enseignement préuniversitaire a animé un point de presse ce mercredi dans les locaux de son département, une manière de renforcer la proactivité avec les médias. Le conseil de discipline de l'enseignement préuniversitaire n'a pas lésiné sur les moyens pour sanctionner cette forfaiture. S'agissant des candidats qui ont été frauduleusement inscrits, nous pensons qu'ils sont en partie responsables de la fraude et que par conséquent ils doivent être rayés de toutes les listes de candidats à l'examen du baccalauréat pour la session 2011. Nous avons proposé que ces professeurs soient exclus de tout le processus des examens nationaux pour une période de 10 ans. Pour ce qui concerne les deux cadres du service examen, la commission a proposé qu'ils soient exclus définitivement de tout le processus des examens nationaux. Dépassé par cet état de fait qui n'honore pas l'administration guinéenne, le ministre Dr Ibrahima Kourouma a flétri le comportement irresponsable de ses cadres. Conscient du faible niveau des élèves, il a insisté sur la moralisation du système éducatif. Notre souci aujourd'hui est de qualifier ce système. Ce n'est pas une injure en disant que nous avons un niveau au-dessous de la moyenne. C'est même une réalité. Elle est brûlante, mais il faut qu'on assume. Et en assumant, il faut que nous voyons devant. Chacun de nous doit s'y mettre. Présent lors de la rencontre, l'intersyndicale de l'éducation et la Fédération guinéenne des associations des parents d'élèves et amis de l'école ont apporté leur soutien à cette croisade du ministre Kourouma contre la fraude. Le calendrier des examens et des compositions de fin d'année version 2011 a été rendu public suite à ce point de presse. Examen d'entrée en 7e année. Période du jeudi 23 juin au samedi 25 juin 2011. Brevet d'études du premier cycle BEPC. Du jeudi 30 juin au mardi 5 juillet 2011. Avec un repos le dimanche 3 juillet 2011. Baccalauréat unique. Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2011. Repos le mercredi 13 juillet 2011. Les compositions à l'élémentaire se dérouleront du lundi 23 mai au mercredi 15 juin. Les compositions au secondaire du lundi 23 mai au lundi 20 juin. Pour cela, l'arrêt de cours devrait avoir lieu le samedi 21 mai. Voilà, mesdames et messieurs, autant pour nous, vous l'avez certainement compris. Vous avez plutôt suivi le point de presse donné par le ministre de l'enseignement préuniversitaire. Le réseau a été donc démantelé et ça nous a permis de découvrir plus de 350 candidats fictifs frauduleusement inscrits sur les listes d'examen.
Les nouveaux membres de la primature ont pris fonction ce lundi matin. Lundi matin, donc, ils ont été installés par le secrétaire général adjoint du gouvernement, Dakage Kaba, qui a mis l'accent sur le professionnalisme et la loyauté des cadres nommés pour une personnalité de la primature. Le compte-rendu de Adi Kamara. Les nouveaux membres du cabinet de la primature ont été installés dans leurs fonctions qui exigent l'efficacité, la responsabilité et le professionnalisme pour faciliter le traitement des dossiers selon l'éthique d'une administration moderne. À la cérémonie de passation de témoins entre le cabinet sortant et entrant, la secrétaire générale adjointe du gouvernement a salué l'élan pris par le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour offrir un cadre idéal de travail au cadre guinéen. Vous avez le privilège d'être les proches collaborateurs de Monsieur le Premier ministre pour l'aider dans l'accomplissement de sa noble mission de coordination de l'action gouvernementale. Je vous félicite pour la confiance du chef de l'État à vous hisser aux différents postes de responsabilités administratives. Aussi, je voudrais ici vous rappeler que les nouvelles autorités du pays, l'ensemble des populations de la République de Guinée, ainsi que les partenaires bi et multilatéraux, attendent de vous d'être de véritables acteurs du changement dans le fonctionnement de la primature. La directrice de cabinet sortante et le chef de cabinet sortant de la primature ont tour à tour exprimé leur gratitude à l'endroit des nouvelles autorités du pays qui s'engagent dans une logique de changement susceptible d'améliorer le cadre de vie des Guinéens en insistant sur la transparence, la solidarité et la cohésion dans le travail. J'ai donc l'ambition d'agir résolument dans le cadre de mes attributions, des attributions qui seront les miennes à la réussite de la politique gouvernementale. Face à l'urgence, l'action est la seule solution. En effet, les défis économiques et sociaux auxquels la Guinée est confrontée ne laissent pas de répit aux efforts à consentir au service de l'intérêt général dans la dynamique du changement prônée par le professeur Alpha Condé avant et depuis son accession au pouvoir. Par-delà cette sincère et exaltante expression de gratitude, je perçois aussi ce choix porté sur ma modeste personne en cette période chargée de défis d'une exceptionnelle acuité pour le leadership national, comme un appel à la haute autorité de notre pays qui sollicite toute mon expérience et toute mon énergie pour l'accomplissement des missions assignées à l'équipe du cabinet de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ces mots prouvent à suffisance l'engagement pris par ces hauts cadres de servir avec professionnalisme et loyauté l'État en vue de renforcer et de promouvoir les activités de la primature. 14 mai 1977, 14 mai 2011, 34 ans d'existence, la RTG soufflera sur ses bougies dans 2 jours. Une série de manifestations est prévue à cet effet et la rédaction du journal s'implique pour marquer l'événement. Cette fête sera donc l'occasion pour rappeler les différentes péripéties de cette chaîne nationale, mais aussi saluer l'engagement des cadres qui y travaillent. Un reportage de Francis Collier. Le 14 mai 1977, la Libye offrait à la République de Guinée une télévision. Cela fait juste 34 ans que cette télévision nationale, connue sous le nom de Radio-Télévision guinéenne, émet des images au service du grand public. Dès lors, reporters, animateurs et techniciens travaillent contre vent et marée pour informer et divertir les téléspectateurs. Pour cette année, le syndicat de la RTG compte ouvrir à tous les travailleurs la fête qui n'était que la fête de la télévision nationale. Merci pour tout ce que vous faites pour cette nation. Merci pour vous avoir sacrifié pour cette nation. Nous sommes conscients que grâce à votre implication, grâce à l'engagement de chacun et de tous,
la RTG peut relever des défis. C'est une bonne initiative que le 14 mai soit retenu comme la journée de la RTG. Pour rappel, nous dirons que le 14 mai 1977, c'est la grande Jamaïria libyenne qui a offert la première chaîne de télévision nationale à la République de Guinée. Durant 3 jours, les travailleurs de la RTG rendront visite à leurs collègues malades. Plusieurs activités sportives, récréatives et la lecture du Saint-Coran sont également au programme. L'opérateur de la téléphonie mobile Orange Guinée accompagne la RTG dans la célébration du 34e anniversaire de la télévision nationale. Restons dans le cadre de cette fête, de la célébration de cette fête, pour signaler qu'à cette occasion donc, la rédaction du journal s'est intéressée aux pionniers de la maison. C'est de cela, Elhadj Abdoulaye Souma Pablito, Elhadj Mangué Souma, aujourd'hui tous malades et très fatigués. Vous allez les entendre. Il y a de cela 34 années que la Jamaïria arabe libyenne offrait gracieusement à la Guinée sa première télévision. C'est cet homme qui a présenté le tout premier journal télévisé du pays. Elhadj Abdoulaye Souma, Pablito pour les intimes, est gravement malade. Une maladie qui l'a éloigné des studios et du micro. 34 ans après, ce passionné du journalisme se souvient encore aujourd'hui de ce 14 mai 1977 comme si c'était hier. C'était à 20h00. J'avoue que ce jour-là, j'ai eu de l'émotion. Être choisi parmi tant de journalistes et être devant tant de personnes pour la première fois, ça a tout l'air d'être... Si vous réussissez ça, vous êtes un pionnier. Et effectivement, Dieu merci, ce jour-là, il y avait de l'émotion, pas de peur. Son parrain était le directeur général de la radiodiffusion, ex-président de l'Assemblée nationale. Il me voit et dit, Souma, nous sommes dans tes mains, j'ai d'attention, ne me distrais pas, sinon je vais tout gâcher. Et le président lui-même a téléphoné à Béhanzin pour lui dire, voilà, Souma est le seul qui donne de la personnalité à notre petit écran. Depuis ce jour, pendant 1 an, j'étais le seul. Journaliste, reporter et animateur de l'émission L'idéologie au service du peuple à la voix de la révolution, Pablito est terrassé par la tension artérielle, un mal qui le ronge dans sa chair et dans son âme. Avec le côté droit complètement paralysé, il se plaint par contre de la solitude. Abandonné à son sort par ceux pour qui il a consacré toute sa vie, Elhadj Souma sollicite de l'aide du gouvernement guinéen, des personnes de bonne volonté pour le sauver pendant qu'il est encore temps. Alors, je sollicite qu'on veuille passer à moi et aux autres malades. Il ne faut pas attendre que je meure pour venir après Abdoulaye Souma était suicidé. Non, non, j'en ai pas besoin. C'est Dieu qui l'a voulu. Mais si on peut me sauver, alors là, faites-le. Complètement ruiné par la maladie, Pablito ne peut même plus s'offrir un téléphone portable, a fortiori une voiture. C'est pourquoi notre équipe de reportage n'a pas hésité à le déposer ici, à Tugiwondi. C'est là qu'il passe le clair de son temps. Cet autre grand connaisseur de la transmission et de l'exploitation, Elhadj Mangué Souma, est l'un des premiers techniciens à travailler à la voix de la révolution, l'actuelle RTG. Lui aussi est frappé de plein fouet par la maladie. Dévoué et surtout disponible, cet homme a vécu tous les grands événements dramatiques qu'a connu le pays. Il était encore à la RTG lors de la mutinerie les 2 et 3 février 1996. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs le statut de fonctionnaire à vie, une distinction décernée par feu général Lansana Conté, dont Elhadj Mangué n'a jamais bénéficié. Moins bavard sur recommandation des médecins, Elhadj Mangué s'est efforcé à nous dire ceci. La révolution guinéenne, nous avons beaucoup fait. Et là, la radio a été vraiment, dans son sens étymologique du mot, a été vraiment à la hauteur.
Non seulement je souffre des choses de l'ulcère gastro-duodénal, ensuite que je m'occupe de ma femme qui souffre du diabète et tension maintenant, et les maux de rein, et que moi-même je m'occupe de moi-même. Vous voyez que puis ces maladies-là ont des ordonnances très coûteuses. Chef des studios, l'homme a su associer son nom à la réalisation de tous les grands magazines de la radio. Et l'âge Mangui est soumis à un traitement mensuel et un régime alimentaire spéciaux. Mais par manque de moyens, il fait fi de ses exigences vitales. Le 34e anniversaire de la télévision nationale est célébré cette année sur fond de méditation et d'interrogation des travailleurs de la RTG. À quand le statut particulier? Auront-ils un jour une prise en charge médicale et bénéficieront-ils d'une couverture sécuritaire adéquate? Dernier élément de cette édition, deuxième édition du tournoi inter-entreprise de football. Elle a été initiée par la Jeune Chambre internationale Conakry Elite, affiliée à la Jeune Chambre internationale de Guinée. C'est la RTG et l'équipe de Guico Press qui ont joué le match d'ouverture. Daoud Daba. Édition du tournoi inter-entreprise par la Jeune Chambre internationale Conakry Elite, affiliée à la Jeune Chambre internationale de Guinée. Avant le coup d'envoi, le président de la Jeune Chambre locale a planté le décor de la cérémonie. Ce tournoi se déroule dans sa deuxième édition. Permettez-moi de rappeler que l'année dernière, ce tournoi a vu la participation de 4 entreprises. Et cette année, nous en avons 8. Cette croissance en effectif n'est que le résultat de la confiance et du sérieux apporté dans le travail des organisateurs. Le match d'ouverture a opposé dimanche 4 entreprises. Le premier match a opposé l'équipe de Ouragan Football Club de la RTG à celle de Guico Press en présence de la section syndicale de la RTG. Après le coup d'envoi, malgré les velléités offensives, l'équipe de Guico Press élimine celle de la RTG sur le score de 3-1. La RTG est éliminée de la compétition. Le deuxième match a opposé l'équipe de Maers à celle de Enzia, nouvelle société interafricaine. Des buts rapides et enchaînés de part et d'autre. Score final 4-2 pour l'équipe de Maers. De ce fait, Enzia est éliminé de la compétition avec la RTG. Le rendez-vous est donc pris dimanche prochain pour d'autres rencontres. Bonne chance aux équipes qualifiées. Avant de nous séparer, mesdames et messieurs, le contenu d'un communiqué en application des dispositions de la loi relative au compte unique du Trésor, la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique informe les organismes publics concernés par la loi de la mise en place des mesures pratiques suivantes. 1. Organisme public personnalisé. Entreprises publiques, établissements publics à caractère industriel et commercial, établissements publics à caractère administratif et collectivités locales. Ouverture dans les livres de la BCRG de comptes bancaires libellés en francs guinéens et éventuellement en devises sur lesquels seront transférés les soldes créditeurs des comptes clôturés. Toutes les opérations d'encaissement et de décaissement se feront à travers ces comptes. Les opérations de décaissement s'effectueront conformément à leur plan de trésorerie à travers des virements bancaires ou par chèque BCRG mis à leur disposition. Grande 2, organismes publics non personnalisés, services publics administratifs, projets et programmes publics de développement sur financement interne. Ouverture dans les livres de la Pairie générale du Trésor de comptes de dépôt sur lesquels seront transférés les soldes créditeurs des comptes clôturés. Toutes les opérations d'encaissement et de décaissement se feront à travers ces comptes. Les opérations de décaissement se feront par l'intermédiaire du payeur général du Trésor, soit par virement bancaire ou par chèque BCRG délivré par le payeur. Tous les organismes publics concernés par ce communiqué sont invités à prendre contact avec la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique pour toute information complémentaire. Signé la directrice nationale, Madame Abou Khalil Madou Tam. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention.
attention. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir depuis lundi. Nous serons de nouveau ensemble, Inch'Allah, demain à 19h et à 20h30 pour d'autres informations. Et j'espère que ce sera avec beaucoup de plaisir que vous m'accueillerez dans vos maisons. Bonne suite du programme télévisé et bonsoir à tous.